invasive présente d'importants avantages pour les patients. L'anesthésiste que nous allons maintenant écouter les considère comme une composante des programmes de réhabilitation améliorés. Cette approche multidisciplinaire permet de réduire la réponse au stress et de faciliter la récupération grâce à des mesures prises pendant toute la période périopératoire. Monsieur le Président, vous allez nous présenter cet orateur. Oui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Grégory Hans, qui est docteur en sciences biomédicales, médecin, spécialiste en anesthésie et réanimation à l'Université de Liège. Il s'est spécialisé même en anesthésie et réanimation en chirurgie cardiaque et thoracique en Angleterre. Il travaille maintenant donc, au CHU de Liège et il va nous parler de l'importance de l'anesthésie dans les techniques chirurgicales cardiaques. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs les académiciens, chers collègues, l'Académie fait aujourd'hui le privilège de cette invitation à vous parler du rôle majeur de la prise en charge anesthésique dans les techniques mini-invasives. Alors, avant toute autre chose, je voudrais proposer une toute petite adaptation du titre. Je vais simplement vous parler du rôle de la prise en charge par les anesthésistes dans les techniques mini-invasives. Il ne s'agit pas ici d'une question de fausse modestie, mais je crois vraiment que, en dépit des avantages indéniables qu'elle comporte et de la prouesse technique qu'elle constitue, effectivement, les techniques mini-invasives, qu'elles soient chirurgicales ou cardiologiques, si l'on veut permettre aux patients de bénéficier de l'ensemble des avantages qu'elles peuvent lui offrir, doivent être considérées non pas comme une fin en soi, mais comme un outil qu'il faut intégrer à ce qu'on appelle effectivement aujourd'hui les programmes de réhabilitation améliorés après chirurgie. Alors, en tant qu'anesthésiste, la formation dans le milieu chirurgical est mon ADN, et donc je vais parler beaucoup de chirurgie. Mais chaque fois que je prononcerai le mot chirurgie, vous pouvez aussi considérer que l'on intègre les techniques de cardiologie interventionnelle et autres pour faciliter un peu le déroulement de la présentation. Alors, le principe de ces programmes de réhabilitation est illustré sur cette diapositive. Ces programmes consistent en fait en une approche qui est multidisciplinaire et qui se veut centrée sur le patient. Comme vous avez pu brièvement le voir, elle consiste à mettre ensemble un ensemble de mesures qui vont jalonner la période périopératoire, et l'efficacité de ces mesures se veut fondée sur des preuves scientifiques. Et l'objectif qu'elles poursuivent, c'est diminuer ou au moins contrôler la réponse au stress opératoire. Les techniques mini-invasives ont évidemment ici toute leur place, puisque moins l'agression chirurgicale est importante, moins la réponse au stress est importante. Et la philosophie générale, c'est d'optimaliser la physiologie de l'organisme pour faciliter la récupération post-opératoire. Ce qu'on veut à travers ces techniques et à travers ces programmes, c'est permettre aux patients de récupérer le plus rapidement possible, mais aussi et surtout le mieux possible, le statut social ou socio-professionnel le plus élevé auquel ils puissent prétendre. Alors, il est vrai que les anesthésistes, avec de nombreuses autres spécialités, ont la chance d'intervenir à différents moments de ces programmes de réhabilitation, et c'est de notre rôle dans le cadre de cette prise en charge que je vais vous parler aujourd'hui. Le premier contact que nous avons généralement avec le patient a lieu au moment de la consultation préopératoire. À cette consultation, on poursuit divers objectifs. Le premier est certainement donner un complément d'information au patient, qui est souvent avide davantage d'informations par rapport à en quoi consiste la technique qui lui a été proposée, mais aussi par rapport au rôle de notre intervention. Pour moi, la consultation d'anesthésie est aussi l'occasion de procéder à une évaluation générale de l'état de santé du patient, au-delà de ce qui concerne le geste qui va lui être proposé ou qui lui a été proposé. Et dans le cadre de cette présentation, je voudrais insister sur deux aspects qui ont fait l'objet d'une attention croissante dans la littérature et dans nos services au cours des dernières années, que sont le diagnostic et la prise en charge de la fragilité clinique, et puis l'identification et le traitement de l'anémie préopératoire. Nous essayons lors de nos consultations aussi de procéder à une adaptation personnalisée du traitement médical.
beaucoup au départ en ce qui concerne la gestion des antiagrégants plaquettaires, des anticoagulants, mais de plus en plus en collaboration avec les cardiologues et d'autres disciplines en ce qui concerne l'adaptation du traitement de l'insuffisance cardiaque et du diabète. Et enfin, l'objectif, j'y reviendrai un peu plus tard, est aussi d'élaborer une stratégie de prise en charge, notamment en matière de prévention et contrôle de la douleur post-opératoire. Alors la fragilité clinique. La fragilité clinique, c'est un déclin fonctionnel de l'organisme qui est différent de la notion d'avancement en âge, même si plus on est âgé, plus la probabilité de correspondre au phénotype de fragilité est importante. Ce déclin fonctionnel est la conséquence d'altérations frustres, mais qui touchent simultanément plusieurs systèmes physiologiques de l'organisme, et la combinaison de ces altérations aboutit à une diminution de la réserve. Et de cette diminution de réserve physiologique résulte une augmentation de la vulnérabilité au stress. Le stress peut être une chute, une infection, une hospitalisation et, a fortiori, la nécessité de devoir subir une intervention chirurgicale ou cardiologique. Parce que la notion de fragilité est différente de la notion de comorbidité, si l'on veut la détecter, il faut faire appel à la mise en œuvre d'échelles ou de questionnaires spécifiques dont deux exemples sont illustrés sur la diapositive. À gauche, vous pouvez voir l'échelle d'Edmonton. Peu importe les détails, mais elle consiste en un ensemble de questions qui abordent différents domaines de la physiologie, de la santé et du support social. Et puis à droite, c'est l'échelle de fragilité clinique, également très populaire, qui est une échelle qui est davantage phénotypique et qui est complétée par quelques questions très simples. Pourquoi vouloir identifier les patients fragiles avant une intervention? Eh bien parce que ce sont des résultats d'un travail qui a été mené dans le service. Si l'on regarde, c'est ce qui est présenté sur la partie gauche de la diapositive. En haut, la probabilité après une intervention de chirurgie cardiaque de sortir de l'unité de soins intensifs au fil des jours, et en bas, la probabilité de sortir de l'hôpital au fil des jours. On peut voir que lorsque l'on compare les patients fragiles, qui sont représentés par les traits pointillés, et qui avaient été identifiés ici sur base de l'utilisation de l'échelle d'Edmonton, on voit que leur probabilité de sortir des soins intensifs à un moment donné est moindre. Et la tendance est similaire pour la sortie de l'hospitalisation. Ce qui signifie qu'ils ont des décours post-opératoires plus compliqués. Plus préoccupant encore, sur la partie droite de la diapositive, si l'on compare des patients qui ont été soumis à la chirurgie cardiaque, la mortalité prédite par le score que nous utilisons le plus en Europe, qui est l'Euroscore 2 et qui est représenté par les barres en gris clair, avec la mortalité réellement observée, qui est représentée par les barres noires, on voit que lorsque les patients sont fragiles, légèrement fragiles, et a fortiori modérément ou sévèrement fragiles, la mortalité réelle est en réalité bien supérieure à celle prédite par l'Euroscore 2. Ces patients fragiles méritent donc toute notre attention. Ils méritent probablement d'être discutés dans un colloque multidisciplinaire dans une version moderne et donc large, telle que celle représentée sur la partie droite de la diapositive, qui, quand elle concerne les pathologies cardiovasculaires, est aujourd'hui appelée Heart Team. L'objectif de cette discussion, c'est peut-être d'abord de reconsidérer la proposition thérapeutique pour, eu égard au risque élevé de complications, offrir au patient le traitement qui a assurément pour lui le meilleur rapport risque-bénéfice. Un deuxième objectif est de faire intervenir un ensemble assez large d'intervenants pour réfléchir aux aspects de sa physiologie ou de sa physiologie qui peuvent potentiellement faire l'objet d'une optimalisation préopératoire avec l'objectif de diminuer le risque. Et enfin, eu égard au pronostic moindre, et de leur donner une information aux patients et à leurs proches de qualité, telle qu'ils puissent prendre une décision réellement éclairée. Le deuxième aspect de l'évaluation préopératoire qui a considérablement évolué au cours des dernières années, c'est le diagnostic et le traitement d'anémie préopératoire. On sait depuis longtemps, ceci sont des données relativement anciennes, choisies délibérément, que les patients, si on ajuste les analyses pour les facteurs de risque habituels, vais-je dire, qui sont anémiques avant une intervention, quelle qu'elle soit, et c'est vrai pour la chirurgie cardiaque,
ont davantage de risques de développer des complications si on les compare aux patients qui sont non anémiques. Et dans cet exemple, le risque d'insuffisance post-opératoire est en réalité doublé après ajustement pour les facteurs de risque d'insuffisance rénale post-opératoire si on compare les patients anémiques avec les patients non anémiques. La question que posent ces résultats est de savoir si l'anémie est elle-même directement responsable de cette incidence accrue de complications, ou bien s'il existe un médiateur, comme par exemple la transfusion, auquel le recours est naturellement plus fréquent chez les patients anémiques. On dispose de quelques données et de techniques statistiques qui aujourd'hui permettent de faire la part des choses entre l'objet de nos préoccupations, à savoir l'anémie, et la contribution d'un éventuel médiateur, comme la transfusion. Ce que vous pouvez observer sur cette diapositive ici, c'est tout d'abord une simple confirmation du fait qu'avant une chirurgie cardiaque, l'anémie préopératoire double, ou un peu plus que double, le risque d'insuffisance rénale post-opératoire. Ce que vous pouvez observer sur la partie droite, c'est une étude relative de la contribution de l'anémie elle-même et de la transfusion à cette augmentation du risque d'insuffisance rénale post-opératoire. Et on peut voir en fait que l'anémie préopératoire est responsable de plus de 90% de l'excès de risque d'insuffisance rénale post-opératoire et que la contribution de la transfusion chez ces patients est en réalité mineure. Si l'on s'intéresse aux conséquences de l'anémie préopératoire sur la durée des séjours hospitaliers et donc leur complexité, on obtient des résultats similaires, bien que dans des proportions un peu différentes. On attribue environ 70% de la prolongation des séjours observés chez les patients anémiques à l'anémie et une trentaine de pourcents au fait qu'ils soient davantage transfusés. Ceci pose donc la question de savoir si corriger l'anémie préopératoire quand c'est possible est associé à une amélioration du pronostic. Nous disposons à cet égard que de données préliminaires, mais qui sont néanmoins encourageantes. Si l'on compare ici des patients qui sont soumis à une intervention chirurgicale qui présentent une anémie préopératoire, en fonction du fait qu'ils étaient traités par fer intraveineux, quand c'était possible, ou simplement transfusés, on peut voir que les patients qui ont été traités par fer intraveineux ont une morbimortalité post-opératoire moindre. Dès lors, nous avons élaboré dans nos services, en collaboration avec les équipes chirurgicales cardiologiques, des protocoles pour détecter précocement l'anémie préopératoire, obtenir le plus précocement possible un diagnostic étiologique, de manière à pouvoir offrir au traitement, pendant la fenêtre de temps qui sépare l'indication chirurgicale et la réalisation du geste, un traitement chaque fois que cela est possible. Le deuxième moment où l'anesthésiste a un contact avec le patient est souvent le passage au bloc opératoire ou en salle d'intervention. Nous y sommes responsables, et je n'en parlerai pas, de l'induction et de l'entretien de l'anesthésie, qu'elle soit générale ou autre. Nous sommes aussi responsables de la mise en œuvre de techniques spécifiques pour prévenir et traiter correctement la douleur post-opératoire. Et puis dans le cadre de la chirurgie cardiaque et des techniques cardiologiques, ce qui fait leur charme à mon sens, on peut jouer un rôle de facilitateur de la réalisation du geste chirurgical en réalisant l'écoguidage ou la ventilation sélective, et je vais y revenir dans un instant. Et puis on a aussi parfois la chance de contribuer à l'évaluation immédiate des résultats, voire à la planification du geste en pratiquant l'échographie transœsophagienne, et je ne vais pas vous montrer d'images, vous parler de ça aujourd'hui, puisque la problématique de l'imagerie a déjà été très largement abordée. Alors en matière de douleur post-opératoire, ces techniques de chirurgie mini-invasive, en dépit du fait qu'elles fassent appel, qu'elles se réalisent par des incisions qui sont de très petite taille, qui sont souvent des mini-thoracotomies antérolatérales, peuvent être associées à des douleurs post-opératoires qui sont particulièrement importantes, notamment durant les 2 premiers jours post-opératoires. Tous ces patients reçoivent, en fonction de leurs antécédents médicaux, un mélange de médicaments analgésiques à titre de prévention et de traitement de ces douleurs. Néanmoins, l'administration de ces antidouleurs par voie systémique est généralement insuffisante que pour offrir aux patients le degré de confort auquel il peut logiquement prétendre aujourd'hui après une réalisation d'intervention chirurgicale. Dès lors, chaque fois que nous pouvons, nous essayons de combiner une technique d'anesthésie régionale aux analgésiques systémiques qui sont administrés. Et 2 grandes familles techniques peuvent aujourd'hui être proposées dans le cadre de la chirurgie technique mini-invasive. La première est illustrée sur la partie gauche de la diapositive. Il s'agit de la rachianalgésie à la morphine et elle consiste, entre guillemets, simplement à injecter dans le liquide céphalorachidien lombaire une petite quantité de morphine. Cette morphine, en raison de son hydrosolubilité, va migrer vers les métamères plus céphaliques dans le liquide céphalorachidien qui correspondent à l'innervation de l'incision chirurgicale
et progressivement pénétrer les cornes postérieures de la moelle épinière, où elle réduit l'efficacité de la transmission nociceptive. Sur la partie droite de la diapositive, vous pouvez observer une coupe transverse du thorax, et en particulier des différentes couches musculaires qui sont présentes au niveau de la paroi thoracique, et entre lesquelles chemine le nerf intercostal et ses différentes branches. Ces couches musculaires peuvent être aujourd'hui aisément identifiées grâce à l'échographie de surface de la paroi thoracique, et on peut injecter des anesthésiques locaux entre certaines d'entre elles, de manière à bloquer sélectivement les branches nerveuses qui sont responsables de l'innervation nociceptive en provenance de la zone cicatricielle. Alors, si l'on compare l'efficacité de ces différentes techniques chez les patients qui sont soumis à la chirurgie mini-invasive cardiaque, voilà ce qu'on peut observer. Ici, on a mesuré le premier score douloureux obtenu immédiatement après l'extubation des patients en fonction du fait qu'ils avaient eu un bloc de paroi, pas d'anesthésie régionale du tout, ou bien une rachianalgésie à la morphine. Et sur la partie droite, on a mesuré dans les mêmes conditions le score douloureux moyen obtenu chez ces mêmes patients au cours des 24 premières heures post-opératoires. Alors, ce sont des données personnelles, observationnelles, sur lesquelles on n'a pas fait d'analyse statistique parce que ce n'était pas l'objectif, mais elles montrent une tendance à la supériorité de la rachianalgésie à la morphine, mais qui est malheureusement aussi la technique la plus risquée et pour laquelle tout le monde n'est pas éligible. Elle est néanmoins, eu égard à ces données, qui sont par ailleurs largement reproduites à l'heure actuelle dans la littérature, notre premier choix, et il existe peut-être un bénéfice, en tout cas sur la douleur moyenne, à l'association ou à l'utilisation du lobe de paroi par rapport à l'absence de l'euchorégé. Très brièvement, les incisions de mini-thoracotomie sont tellement petites qu'elles permettent l'accès au site chirurgical, mais pas le passage des canules de circulation extracorporelle, lesquelles sont introduites par voie fémorale. Et nous participons à la réalisation de l'éco-guidage pour aider les chirurgiens à guider ces canules jusqu'à un positionnement adéquat au sein des structures cardiaques. À nouveau, les incisions de mini-thoracotomie permettent l'accès au site opératoire, mais pour que cet accès soit adéquat, il est généralement nécessaire d'effondrer le poumon homolatéral afin qu'il ne gêne pas la vision et le passage des instruments chirurgicaux. Dans le cadre de l'anesthésie pour ces techniques, nous avons donc très fréquemment, bien plus que par le passé, recours à la mise en place de dispositifs d'isolation pulmonaire et à la ventilation sélective. La ventilation sélective chez les patients qui sont soumis à la circulation extracorporelle et à une agression chirurgicale présente un certain nombre de défis parce qu'ils sont particulièrement à risque de lésions pulmonaires induites par la ventilation. Le recours aux stratégies de ventilation dites protectrices sur lesquelles je ne vais pas m'étendre est donc d'autant plus important. Vous pouvez aussi aisément comprendre que la ventilation sélective augmente le risque d'hypoxie et d'hypercapnie et que ces altérations des échanges gazeux ont des conséquences délétères sur la vasodilativité de la circulation pulmonaire et donc la post-charge du ventricule droit. Et il en est de même pour du simple fait de la réduction du volume pulmonaire total qu'occasionne la ventilation d'un seul des deux poumons. Enfin, avec les collègues de l'équipe chirurgicale, nous devons appliquer des protocoles précis de reventilation après la chirurgie pour prévenir les complications spécifiques de ces techniques, peu fréquentes mais tragiques, qui est l'œdème pulmonaire post-opératoire unilatéral. Pour terminer cette présentation, je voudrais brièvement aborder avec vous notre rôle dans les soins post-opératoires. Il est immédiatement en salle d'opération. On contribue souvent avec les chirurgiens au diagnostic et à la prise en charge du syndrome de la débit cardiaque post-opératoire quand il survient. Surtout avec les collègues des soins intensifs, nous élaborons une politique d'extubation. Et puis, j'ai parlé de notre rôle dans le cadre de la gestion de la douleur post-opératoire et nous participons également à l'adaptation des traitements post-opératoires, qu'il s'agisse des troubles du rythme, mais aussi de la réconciliation des traitements médicaux antérieurs en fin d'hospitalisation. En matière d'extubation, le moment le plus opportun pour le réveil et l'extubation des opérés cardiaques fait l'objet d'un débat dans la littérature depuis le début des années 90, moment auquel certaines équipes ont montré que le recours à des protocoles spécifiques qui avaient pour objectif de réduire la durée de la ventilation post-opératoire était associé à une diminution des complications post-opératoires. Depuis ces premières données,
il est recommandé de réveiller tous les opérés cardiaques en déant les 6 heures post-opératoires en l'absence de contre-indication à procéder de la sorte. Néanmoins, les techniques mini-invasives qui font l'objet de ce symposium offrent comme immense avantage par rapport à la sternotomie médiane le maintien de la stabilité sternale. Et elles permettent donc plus facilement que par le passé de réfléchir à l'opportunité d'une extubation immédiate. Quand nous avons commencé le programme de chirurgie mini-invasive par mini-thoracotomie, un certain nombre d'entre nous, c'est-à-dire les anesthésistes de l'équipe, ont décidé de proposer aux patients une extubation post-opératoire immédiate chaque fois que c'était possible. Ces données ont ensuite été analysées. Il s'agit d'une analyse rétrospective avec un certain nombre d'ajustements statistiques pour en augmenter la fiabilité, mais par rapport à laquelle il est évident qu'il faut rester prudent. Mais nos résultats montrent que nous n'avons pas observé d'augmentation de complications post-opératoires et en particulier par l'augmentation du risque de recours à la réintubation quand le patient avait été réveillé et extubé immédiatement en fin d'intervention chirurgicale. Nous avons également observé, et c'est peut-être là qu'il faut être prudent, une tendance à la diminution du risque de pneumonie post-opératoire et une diminution du recours à l'usage de la noradrénaline. Néanmoins, on n'a pas mesuré ou observé de bénéfices secondaires à cette diminution du recours à l'usage des vasopresseurs alpha-agonistes. En conclusion, je crois qu'il faut considérer cette technique comme de formidables opportunités pour les patients, mais surtout comme des outils, et les intégrer dans un programme multidisciplinaire. Il est vrai que beaucoup de ces techniques représentent pour nous des défis, qu'il s'agisse de la nécessité de manier davantage l'échographie transœsophagienne, de la fréquence du recours à la ventilation sélective, ou encore de la difficulté d'obtenir chez certains patients un niveau de confort post-opératoire adéquat, en particulier dans la période post-opératoire immédiate. Elles sont aussi une formidable occasion de collaboration multidisciplinaire pour proposer des protocoles de prise en charge, parce que les résultats cliniques dépendent du nombre de mesures que l'on est capable de mettre en œuvre dans un programme de médecine périopératoire, mais aussi et surtout, comme ça a été évoqué, de laisser une place à une approche personnalisée en fonction des antécédents du patient et de la pathologie qui l'amène à nous rencontrer, de manière à ouvrir la porte à une médecine qu'on ferait aujourd'hui de précision. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, madame. Merci beaucoup pour cette présentation très humaine en plus. Et je suis hématologue, donc je voulais revenir sur l'anémie préopératoire, puisqu'on sait que dans les anémies inflammatoires, il y a une production inappropriée d'électropoïétine. Ces patients qui ont une mauvaise consommation ont souvent un mauvais rein et donc une mauvaise production d'électropoïétine. Et donc, vous avez parlé d'approcher par transfusion, par transfusion de fer, mais vous n'avez pas parlé d'approcher par l'utilisation de l'électropoïétine qui est quand même pas très toxique. Et alors j'ai une question corollaire, c'est que j'ai entendu parler de modèles préopératoires, mais je ne sais plus si c'est chez l'animal ou chez l'homme, où on les mettait en hypoxie pour stimuler la production d'électropoïétine et augmenter l'hémoglobine. Donc, quel est votre avis sur la possibilité de la Alors, premièrement, je vous remercie pour votre question. Alors, l'usage de l'électropoïétine, c'est vrai que je ne me suis pas étendu sur l'ensemble des possibilités thérapeutiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la première difficulté à laquelle on est confronté, c'est d'avoir l'identification de l'anémie suffisamment tôt, parce qu'en dépit de leur efficacité indéniable, tous ces agents prennent du temps pour stimuler l'érythropoïèse et puis voir augmenter significativement la valeur d'hémoglobine et l'admiration globulaire. Et puis d'avoir un diagnostic étiologique qui soit adéquat, et puis, j'en ai pas parlé pour des raisons de temps, mais de savoir si finalement ce qu'il faut faire, c'est traiter de façon entre guillemets symptomatique l'anémie pour permettre aux patients de subir l'intervention chirurgicale, ou mettre un feu rouge, dire l'anémie a une cause qui est une priorité par rapport à l'objet de l'intervention qu'on avait planifié initialement. Alors pour revenir spécifiquement sur le sujet de l'érythropoïétine, donc elle est utilisée, nous l'utilisons.
Alors on l'utilise dans deux indications. Il y en a une qui sort un peu du cadre de la présentation, qui est l'anémie, et je pense que le rationnel, parce qu'il existe un remboursement en Belgique dans cette indication avant une chirurgie majeure de arthroplastie de hanche ou de genou. Il ne manque pas il manque juste une valeur d'hémoglobine dans cette indication-là, de façon un peu paradoxale, et c'est probablement lié à la fréquence des anémies inflammatoires dans cette population. En chirurgie cardiaque, il y a eu très longtemps une réticence à l'usage de l'érythropoïétine, qui était probablement une extrapolation de ce qui a été observé dans d'autres populations comme les insuffisants rénaux traités au long cours, où l'augmentation au-delà d'un certain niveau du taux d'hémoglobine est associée à une augmentation accrue de complications thromboemboliques, et donc forcément, quand il s'agissait de faire des comptages orthocoronaires ou des choses comme ça, le monde de la chirurgie cardiaque est venu à la question de l'érythropoïétine bien plus timidement que dans d'autres disciplines chirurgicales. Alors on a un remboursement pour le faire intraveineux, je vais un peu de l'un à l'autre, je m'en excuse, quand on peut prouver ou documenter la nature ferriprive de l'anémie. On n'a pas de remboursement pour l'érythropoïétine en tant que telle, il faut donc qu'on puisse prouver que l'anémie préopératoire est soit d'origine rénale, et lorsqu'elle est d'origine inflammatoire, il faut qu'on arrive à rentrer dans une case qui n'est pas toujours évidente à trouver en pratique. Ce que nous faisons, c'est une collaboration avec le service d'hématologie et de néphrologie. Donc on a établi un algorithme que vous avez vu brièvement passer sur les diapositives. On traite en âme et conscience les anémies ferriprives qui sont simples à traiter pour nous et qui rentrent dans les critères de remboursement du fer intraveineux. Et on mène la réflexion de savoir si la chirurgie cardiaque prime sur le diagnostic in fine étiologique de la carence martiale ou pas. Et puis quand on identifie une insuffisance rénale ou un état inflammatoire avec une érythropoïèse inefficace, on collabore, on discute la situation avec les néphrologues et ou les hématologues qui ont de toute façon la main sur la prescription, pas le faire nous dans ce contexte-là. Alors j'ai une deuxième question. C'était sur le mettre les patients, les animaux de oui. Alors à ma connaissance, donc, ce sont des données qui sont animales. Alors, je n'ai pas d'expérience de ça. Il est évident que, par exemple, on a quand même les données du monde cycliste qui nous précèdent dans beaucoup de situations où l'entraînement en haute altitude et où la PO2 est basse est associé à une augmentation de l'hématocrite sans le recours à des produits exogènes. Et alors, je sais qu'ils traînent comme idée, sans qu'on en ait, en tout cas moi j'en ai pas d'expérience médicale, où je ne peux pas vous citer une littérature qui prouve l'efficacité, et que plus que encore que peut-être la valeur de la PO2, la fluctuation de la valeur de PO2 induit une augmentation de stimulation de la production d'érythropoïétine par le rein. Et par exemple, dans la communauté des patients qui refusent la transfusion pour des raisons conditionnelles, il y a des protocoles proposés de respiration intermittente alors de haute concentration d'oxygène, associée alternée avec des périodes de respiration de l'air ambiant, qui ont pour objectif, et je ne sais pas si ça fonctionne réellement en clinique, de stimuler la production d'érythropoïétine. Merci pour votre lecture. J'ai appris que dans certains protocoles d'anesthésie, spécialement en orthopédie, il y a l'utilisation de la clonidine. Est-ce que vous avez des informations? C'est anti-inflammatoire, c'est pas pour l'effet antihypertensif, mais est-ce que vous utilisez ça et quelles sont les données? Alors, on utilise la clonidine. Donc la clonidine, elle a énormément de... Enfin, on l'utilise on poursuit deux objectifs. Donc le premier objectif, c'est un de nos analgésiques systémiques accessoires, puisque la stimulation de récepteurs alpha-2 au niveau de la moelle épinière diminue la libération des nocicepteurs, le glutamate et la substance P au niveau de la synapse de la corne dorsale. Et ça, c'est une motivation importante pour nous. Alors la deuxième chose, c'est que c'est aussi un co-anesthésique. Il y a au niveau du tronc cérébral des régions qui ont des projections vers le thalamus et vers le cortex, et en fait la clonidine a un effet hypnotique. Plus récemment encore, on a à disposition un autre alpha-2 agoniste qui a une demi-vie qui est plus courte que la clonidine, une sélectivité pour le récepteur alpha-2 qui est plus importante, c'est que la dexmédetomidine, qui fait aussi partie de notre arsenal thérapeutique. On a, pour vous partager plus une... Alors la littérature est extrêmement controversée, c'est-à-dire qu'il y a une grande littérature qui dit, les deux questions qui sont posées, c'est est-ce que réellement ça améliore la qualité du contrôle de la
post-opératoire, oui ou non. Et la deuxième chose, c'est est-ce que ça permet d'épargner des agents anesthésiques plus classiques, qui ont comme principale cible d'action le récepteur au GABA, et par ce biais de diminuer leur risque, parce que c'est une complication fréquente de la chirurgie cardiaque, des troubles cognitifs post-opératoires. On a une expérience avec ces alpha-2 agonistes qu'on a introduit quand on a commencé les techniques mini-invasives, puisque c'est l'objet ici de la discussion. On s'est dit en fait, ces incisions sont petites, il existe des risques, notamment à l'arracher analgésie à la morphine. On va utiliser une analgésie purement systémique pour ne pas faire courir aux patients un risque qui ne nous paraissait pas justifié et réveiller les patients assez rapidement. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas trop parce qu'ils étaient inconfortables au réveil essentiellement. Alors on a augmenté le nombre de médicaments qu'on a mis dans ce cocktail d'analgésie multimodale et effectivement on a commencé à utiliser des alpha-2 agonistes, d'abord la clonidine puis la dexmedetomidine, en pensant que ça allait aider. Alors ça aide, mais on a été très limité par la survenue d'une sédation post-opératoire qui était toujours en fait bien plus prolongée qu'on le souhaitait. C'est des patients qui ont une ventilation sélective, qui ont une opération qui est assez lourde, qui ont une diminution importante de la capacité à vivre et de fonctionner. Vous avez des altérations des gaz sanguins post-opératoires avec lesquels on n'était pas tout à fait confortable. Et donc, au final, notre expérience a été d'arrêter l'utilisation des alpha-2 agonistes à titre systématique, je dis bien à titre systématique, et de revenir à chaque fois qu'on pouvait à une technique d'analgésie régionale pour supplémenter les médicaments administrés par voie systémique, et c'est clairement la morphine qui est notre premier choix. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vais vous poser une question par rapport aux troubles cognitifs post-opératoires. On sait par exemple que le protoxyde d'azote doit entraîner une inactivation de la vitamine B12 à l'origine entre autres de manifestations neurologiques et de troubles cognitifs. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un intérêt donc, de leur donner une dose de charge de vitamine B12 en même temps que le fer en préopératoire? Alors, c'est une excellente question. Alors, la première chose que je voulais répondre sur le protoxyde d'azote, alors c'est tout à fait vrai, mais ça concerne l'utilisation quand même prolongée du protoxyde d'azote, voire répétée du protoxyde d'azote. Mais alors, pour d'emblée, continuer sur le sujet du protoxyde d'azote, qui est effectivement un bloqueur du métabolisme de la vitamine B12, c'est un gaz, voilà, je vais dire un gaz anesthésique, on peut encore discuter de ça, dont l'utilisation devient chaque jour un peu plus confidentielle. On est en train d'évoluer. Dans notre hôpital, et on n'est pas les plus extrêmes, là un bloc qui est progressivement protoxyde d'azote free. Alors le principal problème du protoxyde d'azote et la raison pour laquelle on s'en débarrasse progressivement, c'est d'abord que finalement, en dehors des situations spécifiques, son intérêt clinique ne paraît pas aussi important vu les alternatives qui sont disponibles aujourd'hui qu'il n'était par le passé. Et d'autre part, parmi les agents anesthésiques volatiles gazeux qu'on peut utiliser, c'est celui qui a l'effet de serre le plus marqué. Alors, on peut encore contrôler la quantité d'azote qui est directement administrée aux patients en jouant avec les respirateurs, en utilisant des respirateurs low flow, des choses comme ça. Mais la plus grande consommation du protoxyde d'azote quand on a un circuit de distribution dans un hôpital ou dans un bloc opératoire, la plus grande utilisation, c'est les pertes. Et ça, on les contrôle assez mal. Donc, on est en train de fermer ça. Du coup, la relation avec la vitamine, l'impact du protoxyde d'azote par le mécanisme de la vitamine B12 pour nous n'est pas une question. De surcroît, on n'utilise pas du tout en chirurgie cardiaque, ou quasi pas. La raison de ça, c'est que c'est un gaz qui a ce qu'on appelle un coefficient de partage sans gaz qui est très bas. Ce qui veut dire que, en fait, pour maintenir une molécule de protoxyde d'azote dans le sang, on met deux dans les cavités aériques pour atteindre un équilibre. Donc, lorsque se forme quelque part une cavité aérique, et en chirurgie cardiaque, l'ouverture de la cavité cardiaque est inévitablement associée à un mélange du sang et de l'air, le volume de ces bulles gazeuses dont on s'attache à se débarrasser en fin de circulation de sa compagne est en fait augmenté par la présence du protoxyde d'azote. Donc ça, c'était pour le cas particulier de la vitamine B12. Donc non, on ne donne pas de vitamine B12 parce que finalement, on n'utilise pas le protoxyde d'azote. Néanmoins, les dysfonctions cognitives post-opératoires restent une de nos préoccupations les plus importantes. Et elles sont beaucoup plus faciles à... il est beaucoup plus facile d'identifier les patients qui sont à risque que de les traiter. En fait, un peu comme dans le cadre des programmes, en fait, tout ça doit être mis ensemble. C'est ça la philosophie des programmes de réhabilitation améliorée.
Finalement, il n'y a pas de traitement, en particulier de traitement médicamenteux spécifique qui permettent de les éviter. Il n'y a pas clairement de régime anesthésique qui ait un avantage prouvé par rapport à un autre. Et puis on se retrouve avec un ensemble de mesures, mais qui font partie intégrante de ces programmes. Les choses qu'on peut proposer concrètement, c'est le sevrage préopératoire de la consommation de boissons alcoolisées ou de la prise chronique de benzodiazépine, qui sont des choses faisables, pas toujours faciles à faire accepter, mais faisables, qui nécessitent du temps, qui nécessitent l'intervention de personnel paramédical compétent, comme le sevrage tabagique. C'est bien pour ça que nous avons un rôle, mais ces programmes sont par essence multidisciplinaires, et là on obtient une réduction du risque. Merci beaucoup pour votre exposé fascinant sur finalement la prise en charge multidisciplinaire, internistique, préopératoire. La question était au fond de savoir dans quelle mesure la mise en perspective de cette méthode de plus en plus fréquente dans nos hôpitaux conduise à augmenter les temps préopératoires chez les patients. Je dirais, est-ce que avant, alors qu'une intervention chirurgicale est prévue, le fait que vous ayez toute cette méthode-là, et on l'a vu pour l'anémie par exemple, avec sa complexité, est-ce que ça conduit de plus en plus souvent à retarder l'intervention chirurgicale pour préparer par l'anesthésiste le patient au mieux à son intervention, ou est-ce que ces temps préopératoires n'ont pas tellement changé dans votre expérience? Je n'ai pas de données nationales ou internationales. Dans notre expérience, on ne va pas jusque-là. Pour être bref, on introduit un maximum de mesures d'optimalisation en utilisant le temps qui est imparti par le délai tel qu'il existe. Dans des situations exceptionnelles où on pense que le pronostic est particulièrement engagé et que l'on peut clairement l'améliorer par la correction d'une anémie qui est très sévère, une fragilité qui à l'évidence n'est pas apparue aux yeux de tous et qui doit nous conduire à reconsidérer ce qu'on avait planifié, on va introduire un délai. Ce sont des situations clairement exceptionnelles. On a une question sur Internet, Monsieur le Président, et c'est le professeur Maurice Lamy. Merci. Bonjour, Madame. Bonjour, Vanessa. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, félicitations, Grégory, pour cet exposé qui met vraiment en évidence le rôle essentiel de l'anesthésiste animateur dans la prise en charge pré-, péri- et post-opératoire de ces opérés cardiaques avec technique mini-invasive. J'avais beaucoup de questions concernant l'anémie préopératoire, on y a déjà répondu, mais néanmoins, j'aimerais que tu précises quelles sont les modalités d'administration du fer par voie intraveineuse, dans quel délai, quelle dose, faite par qui. Et j'ai une deuxième question concernant l'analgésie post-opératoire. L'épidurale thoracique a-t-elle encore une place? Voilà, merci beaucoup et bravo encore pour le caractère brillant de ta présentation. Merci Monsieur Lamy, c'est toujours un plaisir de vous entendre et même de vous voir, même si c'est par Zoom interposé. Alors brièvement, chaque protocole, chaque hôpital doit essayer de trouver une solution une solution de fonctionnement qui est efficace pour lui. Alors ce que nous on a mis en évidence pour la chirurgie cardiaque, c'est que les chirurgiens, quand ils identifient les patients, quand ils posent l'indication opératoire, les cardiologues le font aussi en fait, c'est qu'on a un profil de biologie presque de la prise de sang préopératoire eux-mêmes. On fait une prise de sang à titre systématique chez tous les opérés cardiaques, vu la nécessité d'anticiper les modifications biologiques que va induire la circulation corporelle. Et cette prise de sang-là, à condition qu'elle soit réalisée dans un de nos labos, ce qu'on n'oblige pas évidemment, mais ça a l'avantage, elle a un profil d'activation conditionnelle. Ça veut dire que lorsque le labo, sur les premières demandes qui sont sur les premières analyses qui sont demandées, met en évidence un taux d'hémoglobine inférieur à la valeur seuil pour le patient, automatiquement, il y a un complément d'analyse qui est réalisé avec un bilan martial, une mesure du réticulocyte, de l'hémoglobine réticulocytaire, ce qui ne fait pas partie du bilan de base. Comme ça, on n'impose pas des analyses biologiques coûteuses à tous les patients de façon inutile. Quand c'est comme ça, nous, on a les résultats de ces analyses disponibles au moment où on voit les patients en consultation préopératoire. Et s'ils sont d'accord que c'est indiqué, qu'on a un critère de remboursement, on va ici que du faire,
eh bien, on peut les adresser directement à l'hôpital le jour et ils reçoivent du fer sous forme intraveineuse. Généralement, vu le taux d'hémoglobine le plus fréquemment observé chez les patients mixtes, des anémies en général assez légères, et le poids du patient, une injection suffit, 1 gramme sur une trentaine de minutes, donc ils sont traités le jour même. Ça, c'est la situation idéale. On a essayé de faire un maximum de publicité, de collaboration avec les médecins généralistes de la région aussi pour les sensibiliser à la nécessité, quand un patient, alors là c'est plus pour la chirurgie autre que cardiaque, vient avec les trouver avec une demande d'information par rapport à une intervention chirurgicale, à faire très rapidement une mesure du taux d'hémoglobine et à nous les adresser s'il y a une anémie préopératoire, mais à ce qu'on ait le temps de la traiter. Alors ça c'était pour le procédural du fer intraveineux, brièvement pour la péridurale thoracique. En ce qui concerne les recommandations d'une part et notre pratique d'autre part, ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir une intervention dans un autre pays télévisé ou autre où ça va être utilisé. Elle n'a aucune place. Et la raison de ça, c'est que le risque d'hématome péridurale occasionné par les hautes doses d'héparine qui impliquent la circulation extracorporelle et même les gestes cardiologiques si on veut les jouer, parce qu'en fait on vise des valeurs d'anticoagulation quand on va dans l'oreillette gauche qui sont à peu près similaires à ce qu'on fait pour une pompe, crée un excès de risque d'hématome péridural qui est non acceptable. Merci. Merci beaucoup pour